Au sommaire, la mise en œuvre du PN2S, la Banque africaine de développement promet un investissement majeur. Elle annonce 1,5 milliard de dollars pour soutenir le ministère du Plan et du Développement. Des conservateurs de la nature bouclent une formation commune de base militaire et professionnelle à l'École nationale de la gendarmerie. Cette formation intervient à un moment où le corps doit faire face à de nombreux fléaux qui menacent notre écosystème. On s'intéresse également à la saisie d'une importante quantité de farine impropre à la consommation par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jeudi 15 novembre, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu au palais Sékou Touré sous la haute autorité du président Alpha Condé. Plusieurs questions d'intérêt majeur étaient au cœur des échanges. Nous y reviendrons au cours de cette édition. 1,5 milliard de dollars, c'est l'enveloppe que la Banque africaine de développement BAD compte investir en Guinée dans le cadre de la mise en œuvre du PN2S, Programme national de développement économique et social. Un investissement de taille qui va soutenir le ministère du Plan et du Développement économique. Maïmouna Bella Diallo, Saad Bouari. Le Plan national de développement économique et social, PN2S, est un outil de bonne gouvernance. Il reste et demeure le document de référence de la politique de développement de la Guinée. Pour que sa mise en œuvre soit effective et réussie, il faut nécessairement l'appui des partenaires. La Banque africaine de développement BAD, un des partenaires privilégiés, accorde un financement de 1,5 milliard de dollars. Cette assistance technique témoigne la conviction du groupe de la Banque africaine de développement que le succès dans la mise en œuvre du PNDS dépend fortement des réponses rapides à plusieurs défis de capacité d'ordre institutionnel et technique. C'est pourquoi l'assistance technique envisagée devra être déployée à très brève échéance et couvrir le reste de la période de validité du PNDS, à savoir 2018 et 2020. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour souligner que la Banque ne ménagera aucun effort pour accompagner le gouvernement dans toutes ses variantes afin que cet important programme de développement s'exécute bien et dans les délais impartis, et cela pour le bien-être du peuple de Guinée. Pour l'élaboration et l'adoption du PN2S par les bailleurs de fonds, la chef du département du plan en est la cheville ouvrière sous le leadership du chef de l'État. Sonore. D'une durée maximale de 28 mois, l'intervention vise à appuyer le pilotage du PNDS tout en renforçant les capacités institutionnelles du ministère du Plan et du Développement économique. De façon spécifique, elle permettra à travers sa première composante de faire le suivi post-groupe consultatif et d'opérationnaliser le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDS 10. À travers la deuxième composante, le projet permettra de fournir des appuis conseils stratégiques au ministère et renforcer les capacités de coordination du département. En septembre dernier, la BAD et la Guinée avaient également signé des accords de dons dans des domaines très importants pour le développement socio-économique du pays. Il s'agit du projet d'interconnexion Guinée-Mali à hauteur de 27,1 millions d'euros et du projet de reconstruction de la route Koya-Farmoria pour un coût total de 29,6 millions d'euros. Voilà la BAD qui apporte une enveloppe d'1,5 milliard de dollars au ministère du Plan au compte du PN2S. Autre appui, cette fois-ci dans le domaine de l'éducation, et c'est le BOSEJ qui apporte une subvention à 2 institutions de formation lauréates du fonds compétitif. À travers ce geste, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes entend injecter 400 000 dollars pour la formation de plus de 700 étudiants. Fatima Diallo. C'est un processus déclenché dans la qualification du capital humain, matérialisé par la signature d'une convention.
720 étudiants bénéficient d'une formation à licence professionnelle et master en management dans le secteur agricole. Ils seront formés par le Centre national de formation touristique et hôtelière et l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. En guise de soutien, ces instituts vont recevoir un montant de 400 000 $ américains. Il y a un défi qui nous est lancé dans ça, l'exécution, la phase de l'exécution du projet. Ça requiert de nous plus de rigueur dans la gestion des moyens qui nous ont alloués. Deuxièmement, ça exige de nous qu'on fasse une démultiplication de la formation. Troisièmement, qu'on pérennise la formation. Ça, c'est les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés en Guinée actuellement. Il va apporter énormément de choses. En fait, nous, notre cœur de métier, c'est l'enseignement du management. Mais là, grâce à ce projet avec le consortium que nous pilotons, on va avoir la possibilité de lier deux activités différentes, à savoir l'agriculture et le management. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, BOSEJ, est un instrument du gouvernement qui permet d'améliorer l'employabilité des jeunes à travers le développement des compétences. Cette dynamique doit aussi continuer dans l'exécution des sous-projets. J'exhorte toutes les équipes de gestion des sous-projets subventionnés à plus de rigueur en vue de l'atteinte des objectifs, et ce, au plus vite, pour le grand bonheur des jeunes, des populations et de toute la Guinée. À ce jour, sur les 15 sous-projets retenus dans le cadre du fonds compétitif, 14 ont été subventionnés à hauteur de 40% du montant global, soit 25 milliards de francs guinéens dans divers domaines. Développement local. L'association Leadership des jeunes pour le développement de Bofa, le GEDEV, a organisé du 31 au 1er août dernier un forum pour présenter notamment les potentialités de la localité et préparer les jeunes à devenir des leaders. Hier, les membres de cette ONG ont présenté officiellement le rapport du dit forum au Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu Adi Kamara. Bofa, ville historique et religieuse, une zone qui est dotée d'un potentiel touristique, minier, agricole et halieutique très riche. Par conséquent, les fils résidents et ressortissants entendent prendre le taureau par les cornes pour valoriser les immenses richesses de la localité. Ici, le GEDEV, Leadership des jeunes pour le développement de Bofa, rencontre le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana pour son plan d'action en matière de promotion du dialogue à Bofa. Il nous a aussi instruit d'œuvrer dans le sens du développement de Bofa, hormis tout contexte politique, d'évoluer avec la communauté, de sensibiliser la communauté pour que la paix et la quiétude sociale règnent dans notre localité, parce que la zone reste et demeure convoitée par la société minière. La rencontre a été mise à profit pour expliquer en long et en large au Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana certains projets déjà identifiés par le GEDEV, Leadership des jeunes pour le développement de Bofa. Une des recommandations du forum était la mise en place de projets structurants pour les jeunes de la localité, notamment accompagner les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent créer de l'emploi. Et par cela, nous voulons au niveau de l'EGEDEV mettre en place un fonds d'appui aux initiatives de jeunes pour pouvoir les accompagner à mettre en place leur entreprise dans le montage de projets, de l'accompagnement jusqu'à ce qu'ils puissent être indépendants et matures pour vraiment évoluer dans la zone. Deuxième projet identifié, c'était les projets pour les femmes, notamment dans l'agriculture et dans la pêche. Le cadre était opportun pour Dr Ibrahima Kassori Fofana de dérouler la politique du gouvernement en matière de renforcement du tissu social, de création d'emplois, d'entrepreneuriat féminin, de partage de la prospérité en luttant contre la corruption, la gabegie et le détournement. Il a aussi exhorté ces jeunes au travail et à la formation adaptée aux nouvelles exigences du marché de l'emploi.
C'est l'événement du moment à l'enseignement supérieur. L'université guinéenne va abriter pour la première fois de son histoire un centre africain d'excellence. Après un long processus d'évaluation d'une centaine de candidatures, le dossier présenté par l'université de Conakry est classé premier. Le centre africain en prévention et contrôle de maladies transmissibles sera donc ouvert en Guinée. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yero Baldé, dit sa satisfaction sur le plateau de l'entretien de Koloma. Suivez un extrait. C'est une de nos fiertés. Les gens pensent que tout est noir dans le système de l'éducation en Guinée. Non, on a un potentiel formidable. C'est ce qu'il faut réveiller et opérationnaliser ce potentiel-là. Et justement, avec le centre d'excellence africain, qui est un programme mis en place par le gouvernement africain et la Banque mondiale, la Guinée a pu présenter 2 candidatures, dont la candidature de la faculté de médecine pour le programme prévention et contrôle des maladies transmissibles. Vous savez que nous avons été victimes d'Ebola et nous n'avons pas eu les outils à l'époque pour faire face à cette maladie, y compris en termes de ressources humaines. Donc ce centre va répondre à ce besoin, mais pour toute la région africaine, où nous allons recevoir au moins 30% d'étudiants étrangers. Ce sont les conditions. Donc nous avons une équipe qui a travaillé dur, l'équipe de la faculté de médecine, l'équipe de l'université, avec le recteur lui-même qui s'est beaucoup engagé, mais surtout nous avons eu l'appui du gouvernement. Vous savez, le Premier ministre a reçu à son bureau les experts de la Banque mondiale qui étaient venus évaluer enfin le programme pour voir à quel point le gouvernement s'y est engagé. Et c'est le lieu pour moi de saluer aussi le point focal de ce projet, le professeur Salou Diallo, qui a vraiment mis du sien avec toute son équipe, avec ma conseillère chargée de mission. Ils ont mis tous les efforts nécessaires pour que cela soit une réalité. Et effectivement, la Guinée s'est classée première sur les nouveaux centres émergents lors de notre rencontre à Accra il y a 10 jours. L'intégralité de cet entretien à suivre après ce journal. Du côté de certaines écoles publiques, on note un retour progressif des enseignants titulaires. Après plusieurs semaines de débrayage, ils sont nombreux, ces instituteurs et professeurs, à rallier les salles de classe. C'est du moins le constat de notre reporter Bernard Tolguino. Au lycée-collège Bonfille, plusieurs journées de perturbations ont été enregistrées par l'établissement. Aujourd'hui, le calme est rétabli avec le retour progressif des enseignants titulaires. Depuis un certain moment, les enseignants qui ne venaient pas commencent à rejoindre. Et dès qu'ils sont là, on leur remet la terre et ils rentrent dans les salles de classe. En tout cas, il y a un peu plus de nombre maintenant qu'avant. Voilà. Sur les 22 programmés aujourd'hui, par exemple, il y a 7. Il y a 7 qui sont présents. Les 7 titulaires sont présents. Le reste sont des contractuels. Mais nous sommes en train, n'est-ce pas, de les encourager à ce qu'ils rejoignent l'école, de mettre l'avenir des enfants en face. À l'école primaire Coléa Centre, c'est l'heure de la récréation. L'enceinte est remplie d'élèves grâce à la série de sensibilisations menées par les responsables de l'école et l'association des parents d'élèves. Dans les classes, les enseignants sont motivés à reprendre le travail. J'ai une 6e année et les enfants doivent préparer l'examen. J'ai pris nécessaire vraiment de venir à l'école, d'aider mes enfants. Parce que rester à la maison, voir les enfants aussi à la maison, j'ai eu pitié. Parce que moi j'ai eu l'éducation. Donc à mon tour, vraiment j'ai tenu venir à l'école, donner l'éducation aussi. Taux de fréquentation de nos jours, alhamdulillah, parce que l'ouverture au début, les parents hésitaient beaucoup. Les enseignantes et les enseignants aussi hésitaient de venir à l'école. Mais au jour d'aujourd'hui, vous-même vous avez constaté dans les salles de classe, toutes les classes sont bourrées et très remplies. Donc l'hésitation qui était au niveau des parents, les parents ont commencé à comprendre, ils ont lâché les enfants. Les enseignantes aussi ont commencé à comprendre, ils ont rallié et sans torture et sans obligation, ils viennent à leur gré. Le retour progressif des enseignants titulaires dans les écoles de Conakry intervient à un moment où les responsables syndicaux du SLEG reviennent autour de la table de négociation avec le gouvernement. Environnement, des conservateurs de la nature bouclent une formation commune de base militaire et professionnelle à l'École nationale de la gendarmerie. Un cycle de formation qui intervient à un moment où ce corps doit faire face à de nombreux fléaux qui menacent notre écosystème. Reportage, sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire.
Considéré comme la dernière née des forces de défense et de sécurité, le corps des conservateurs de la nature renforce ses rangs avec 210 nouveaux fonctionnaires. Ils ont été soumis à la formation commune de base et la formation professionnelle en environnement ici à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia. Au terme de 6 mois d'efforts physiques et intellectuels, ces apprenants sont suffisamment outillés pour répondre aux attentes du département de tutelle. Une formation rendue possible grâce à un partenariat avec le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Le but de la formation est de donner le fondement de base indispensable à l'ordre, la discipline, la rigueur ainsi que l'endurance indispensable au service sur le terrain. Au-delà de leurs connaissances en environnement, il est impératif pour ces agents d'apprendre l'art militaire, histoire de savoir manier correctement l'arme et savoir se tenir au sein d'une troupe. Ils bouclent leur formation au moment où plusieurs défis se dressent sur le chemin du corps des conservateurs de la nature. Cette formation va permettre le changement de statut, favorisant ainsi l'intégration des bénéficiaires au corps paramilitaire de conservation de la nature, conformément à la stratégie nationale d'action prioritaire SNAP d'une part, et d'autre part, qualifier et renforcer les capacités opérationnelles du dit corps. Au regard actuel des impératifs majeurs liés à la préservation de l'environnement de notre pays, les effets de pression sans cesse croissante sur les ressources naturelles et l'allure de la dégradation de l'écosystème nous interpellent tous. Ces facteurs de dégradation sont entre autres la coupe abusive du bois, les feux de brousse incontrôlés, le draconnage, la carbonisation excessive, le déboisement des terres de source et berges des cours d'eau et les pollutions diverses. Depuis sa création en 2012, le corps des conservateurs de la nature a formé 3 promotions. Ces 210 stagiaires comptent 40 personnels féminins. Ils complètent l'effectif de ce corps à 2785 cadres et agents. Média, installation du nouveau bureau exécutif du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Élu pour un mandat de 3 ans, cette nouvelle équipe se fixe pour objectif de défendre les intérêts des journalistes et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Compte rendu, Fatoumata Batouli Diallo, Algassimouba. 11 membres du bureau exécutif du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée ont été officiellement installés après leur élection le 26 septembre dernier. Cette nouvelle équipe s'engage à défendre les intérêts des employés de la presse privée afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Durant notre mandat, nous serons là pour vous, chers camarades, employés des médias privés et de la presse en général. À travers ce bureau, notre but est d'informer les salariés, de vous faire comprendre qu'il y a des pratiques inacceptables dans nos entreprises et sociétés de presse, car plus nous sommes nombreux, mieux nous serons entendus. Le ministre de l'Information et de la Communication invite l'ensemble des journalistes à faire preuve de responsabilité dans l'exercice de leur métier en cette période de crise en Guinée. Les associations syndicales et la haute autorité de la communication ont également sollicité le respect de l'éthique et de la déontologie dans le but de professionnaliser le métier. La presse est un pouvoir important dans la démocratie, c'est le 4e pouvoir, mais qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. Cela veut dire que tout ce que vous, journalistes, mettrez sur la place publique aura d'une manière ou d'une autre une incidence. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Pour avoir le bien-être, il faut d'abord faire preuve de responsabilité, acquérir de la compétence pour que tous ensemble, en Guinée, nous vivons dans la paix et la quiétude sociale. Le rôle de la presse est extrêmement important. Un seul mot lâché peut créer des étincelles. Parce que quand ça va, c'est parti. On ne peut plus rattraper. Alors il faut prévenir que guérir. Le secrétaire général de ce nouveau bureau a félicité la haute autorité de la communication qui projette l'organisation prochaine des états généraux de la communication afin de mieux organiser la corporation.
Au cours de ces 3 prochaines années, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée compte organiser, en collaboration avec les associations de presse et le gouvernement, la journée nationale de la presse guinéenne. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez un reportage grand format sur la rencontre entre les commissaires de la Haute Autorité de la Communication et les responsables des médias. Et puis, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu au palais Sékou Touré sous la haute autorité du président Alpha Condé. Plusieurs questions d'intérêt public ont été débattues. Nous vous proposons un large extrait du porte-parole du gouvernement. Suivez. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit les départements concernés de faire un point exhaustif sur la situation des arrêtés de paiement cumulés par notre pays dans le règlement de ses cotisations liées à sa participation aux différentes instances internationales afin qu'il soit procédé à un règlement progressif et échelonné de ses créances. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Élevage de renforcer le suivi des actions de lutte contre les épidémies de fièvre afteuse et de peste qui affectent les petits ruminants, tout en intégrant notre pays dans le schéma d'éradication de ces maladies animales au niveau de la CEDEAO. Le président de la République a invité les départements concernés à veiller à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDES, notamment en rendant rapidement opérationnelle la commission de suivi de cet important programme dont l'impact sur le développement économique et social de notre pays est important. Le président de la République a demandé la programmation et l'organisation des journées de recherche et de l'innovation afin de capitaliser les nombreuses inventions des nationaux dans plusieurs domaines et aider à l'épanouissement du génie guinéen. Le président de la République a instruit les ministères en charge des domaines et de l'industrie de procéder à un inventaire systématique des terrains industriels dans le but d'assurer leur disponibilité en vue de les mettre à la disposition d'investisseurs potentiels. Il a demandé de privilégier leur mise à disposition suivant des baux amphithéotiques à la place de leur cession définitive. Le président de la République a insisté sur l'amélioration de la communication gouvernementale ainsi que sur le décloisonnement des départements et services publics afin que les informations pouvant alimenter une véritable campagne d'explication et de présentation des acquis du gouvernement soient à la portée de chaque ministre. Il a mis l'accent sur la collégialité et la complémentarité nécessaire de tous les membres du gouvernement afin de renforcer l'esprit d'équipe et mettre en œuvre toutes les synergies permettant d'optimiser l'efficacité des politiques publiques menées par les autorités. Le président a également instruit le ministre des Mines d'accélérer en concertation avec les services concernés la réalisation de la voie contournante de la ville de Boké afin de mettre les populations de ce centre urbain à l'abri des nuisances occasionnées par la circulation de camions de transport dédiés à l'exploitation minière. Après que le Conseil ait pris acte de la démission du ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, le président de la République a chargé le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises d'assurer l'intérim du ministre démissionnaire. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Conseil a entendu successivement le ministre du Commerce assurant l'intérim du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises qui a présenté au Conseil une communication relative à la politique nationale qualité de la République de Guinée. Au terme des débats, le Conseil a reconnu l'importance et la nécessité d'une politique nationale qualité comme levier de la compétitivité pour le développement économique de la Guinée dans le respect des normes et standards internationaux. Le Conseil a adopté le document de politique nationale qualité de la République de Guinée. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, qui a fait une communication relative à l'acquisition des équipements et matières d'œuvre des institutions de formation professionnelle et technique réalisées à l'occasion des fêtes tournantes dans la région administrative de Kanka. Le Conseil a, premièrement,
recommandé la mise en place d'une commission interministérielle chargée de définir une esquisse de politique éducative intégrée visant la promotion rapide du sous-secteur de la formation professionnelle. Et deuxièmement, inviter le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail à transmettre tous les dossiers de paiement des frais de construction des écoles concernées au ministère du Plan et du Développement économique en vue de leur opérationnalisation avant septembre 2019, après arbitrage avec le ministère du Budget. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a présenté une communication relative aux préparatifs de la participation de la République de Guinée à la COP 24 du 2 au 14 décembre 2018 en Pologne. En conclusion, le Conseil a approuvé cette participation de la Guinée à la COP 24 et confirmé la composition de la délégation devant y représenter notre pays. Le ministre de l'Élevage a soumis en seconde lecture au Conseil le projet de loi portant code pastoral de la République de Guinée. Le Conseil, après avoir constaté la satisfaction des observations faites en première lecture, a décidé de l'adoption du projet de loi portant code pastoral de la République de Guinée. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a informé le Conseil de l'organisation du Tour cycliste international de Guinée du 21 au 25 novembre 2018. Ce tour connaîtra la participation de 8 équipes étrangères, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mauritanie, Togo, Sénégal et Sierra Leone, ainsi que de 2 équipes guinéennes. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale et internationale. Le Conseil des ministres. Voilà, c'était le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 15 novembre sous la haute autorité du président de la République, professeur Alpha Condé. La Guinée dispose désormais d'une cartographie de ses laboratoires d'analyse biomédicale. Les données de cette étude, autrefois logées dans un logiciel commercial, viennent d'être transférées sur une nouvelle plateforme. Sam Maratonno nous présente ce nouvel outil. Tirant des leçons de la faiblesse des diagnostics biomédicaux pendant la maladie à virus Ebola, la Guinée a fait en 2016 la cartographie de ses laboratoires. Les données récoltées au cours de cette étude étaient jusque-là logées dans un logiciel commercial dont le serveur se trouve à l'extérieur du pays. Pour faciliter l'accès du personnel soignant à ces données, cette cartographie est aujourd'hui transférée dans un nouveau logiciel de libre accès appelé DHIS2. Le travail a consisté à récupérer toutes les informations de la grille d'évaluation des laboratoires en Guinée, de nettoyer ces données, de les croiser avec les données existantes des laboratoires et ainsi que justement les coordonnées de chaque laboratoire, etc., afin de les transférer dans une nouvelle base de données qui va vous servir qui va servir au ministère de la Santé comme outil principal pour gérer ces données de laboratoire. Devant les acteurs de santé, une équipe d'experts présente les fonctionnalités de cette cartographie sous ces logiciels. Les modalités d'accès aux données et le système de mise à jour sont aussi expliqués. Et la particularité de cette carte, c'est d'avoir en son sein la description de tout ce qui se passe dans ce laboratoire, par exemple, identifié dans une zone X. Le personnel, l'infrastructure, la localisation par rapport à d'autres structures, le personnel, les équipements, ce qui s'y fait. On peut en ce moment, juste sur un clic, retrouver un labo dans une zone et savoir qu'est-ce qui s'y passe et extraire le maximum de renseignements possibles sur ce labo. On est là aujourd'hui pour annoncer que le travail est terminé et que la cartographie est là, mais en même temps que cette cartographie, toutes les données qui sont générées au niveau de l'ensemble des laboratoires du pays peuvent être reçues et traitées à partir du DHIS2, qui est un logiciel commun à tous les domaines de la santé. Cette nouvelle cartographie biomédicale devrait permettre à la Guinée de bien diagnostiquer les différentes pathologies, ce qui va améliorer la qualité des soins dans le pays.
On s'intéresse également à la saisie d'une importante quantité de farine impropre à la consommation par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés. Des farines reconditionnées dans des sacs et vendues sur le marché guinéen. Le propriétaire du local serait en cavale. Reportage Alphaïsia Gabar. Dans son magasin de stockage situé à Dapompa, commune de Matoto, des tonnes de farine pourrie. Ces petites boîtes contiennent bien de la farine importée de la Chine, dont la date de consommation est déjà dépassée. Pourtant, ces produits sont reconditionnés dans ces sacs. Ils sont déjà prêts à être vendus sur le marché. Cette farine périmée appartiendrait à un certain Mamadou Julde Diallo, connu sous le nom de Bobo Pourri. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis resté 15 jours pour trouver des clients. J'ai trouvé 3 clients là-bas. On est venus ensemble. Ils sont dit comme ça, il ne peut pas envoyer parce que ça prend beaucoup de place pour des conteneurs. On ne peut pas mettre 25 tonnes. Il dit qu'il faut qu'on mette en 50 kilos. 50 kilos, 50 kilos. On est parti négocier avec le transporteur de bateaux. Hier, on a payé pour 10 conteneurs pour envoyer en Côte d'Ivoire. Nous avons mené des enquêtes au port. Il y avait des conteneurs là-bas dans lesquels se trouvaient ces farines-là. Mais de temps en temps, on voit que les conteneurs ne font que diminuer de quantité. Alors pour nous, peut-être c'est de la farine qu'on va pour incinérer. Alors on s'est intéressé à la direction des conteneurs. Où vont ces conteneurs? On a compris que les conteneurs avaient pour direction ici où nous sommes. Donc il faut les attendre, voir réellement leur intention. C'est quand maintenant le reconditionnement a commencé, c'est-à-dire que prendre ces farines-là dont déjà qui est expirée, normalement l'expiration c'est en 2017. Alors, mais maintenant c'est en 2018 qu'on prend ça pour mettre dans de nouveaux sacs destinés sur le marché. Ici, une dizaine de personnes travaillent sans répit pour un salaire de 50 000 francs par jour. Au-delà de cette quantité de farine périmée, du riz aussi avarié. Une autre marchandise qui était prête aussi à être mise sur le marché guinéen. Bobo a récupéré les tonnages. Quand il a récupéré les tonnages, parce que lui il vit de ça, hein, il n'importe jamais de bon. Lui, quand c'est prêt à jeter, il se porte garant. Si ce n'est pas pour envoyer aux chevaux à Bamako, c'est pour envoyer au diable en Côte d'Ivoire, ou bien aux chats et en Sierra Leone. Et c'est vrai. Alors que c'est pour reconditionner, pour vendre aux citoyens. Et c'est vrai. Ce riz-là, la date d'expiration était fixée en 2018, novembre 2018. On ne peut plus consommer. Malgré la moitié tout, mais on ne peut plus consommer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé ce sac. 2 types de sacs. Mais c'est ce qui était nommé aigle, ce qui était nommé. Il a modifié la date de période. Il a augmenté 2 ans de plus. 2 ans plus. C'est-à-dire de 2018, il est parti en 2020 sur ce sac-là. Il a commandé les sacs vides. Et il a reconditionné, il a pris ces sacs-là et transversé dans d'autres sacs, coudre comme vous avez vu, des machines là, et puis vendre sur le terrain. C'est le riz là que la police a refusé tout récemment. C'est le riz là que l'armée a refusé il y a encore 2 mois. Mon frère, ce bobo-là. Lorsque on nous a dit, on l'a convoqué, il est venu, il a reconnu les faits. Nous invitons tous les partenaires au développement de venir auprès de l'État pour que l'État arrive à prendre ses dispositions contre ces bandits-là. Parce que c'est des criminels. Il faut se dire la vérité. C'est des criminels. C'est des criminels. Il faut les arrêter. Il faut les mettre il faut les arrêter. Quel que soit le rôle qu'ils occupent dans la vie là, il faut les arrêter et les mettre aux arrêts et que tout le monde entier arrive à les voir. C'est un nouveau front que les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés ont engagé contre les produits périmés. Pour l'instant, le supposé importateur de ces produits, Bobo Pourri, est déjà en cavale. Il est activement recherché par les services du colonel Tcheboro. Un reportage de Yaya Silla, Alphaïsia Gabar. À suivre. La journée mondiale de la normalisation a été célébrée hier en différé, occasion pour les pouvoirs publics d'inviter les patrons d'industrie à respecter les normes dans la production. C'est le premier élément de nos nouvelles nationales traitées dans Guinée en bref par Diaby Aboubakar.
Depuis 49 ans, la célébration de la Journée mondiale de la normalisation est une tradition. Cette année, l'événement met l'accent sur les normes internationales et la 4e révolution industrielle. Un engagement pour l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous sommes dans un monde d'une économie mondialisée et donc les marchés sont ouverts, mais les marchés ne sont ouverts que pour les entreprises qui sont aux normes et qui respectent la qualité. Donc c'est ce message-là que la CEDEAO a voulu faire passer, d'abord au niveau des États de la CEDEAO, mais aussi dans le cadre de notre accord avec l'Union européenne, puisque nous avons un accord avec l'Union européenne, pour que les entreprises guinéennes comprennent qu'elles peuvent compétir même sur le marché européen, à condition qu'elles respectent les normes. C'est une série de passations qui se fait actuellement au département en charge de la sécurité. Cela suite au remaniement des postes du 10 département. Après l'installation du nouveau chef de cabinet, c'est au tour de la direction centrale de la sécurité routière. Ici, Amin Babakar Sarr passe le témoin à Zakaria Kamara. De la police routière, nous voici à la direction centrale des CMIS. Là également, le contrôleur général Ansoumane Kamara cède la place à l'ancien commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun. Comme général Bafoué, les interventions dans le maintien d'ordre public en toute légalité constituent sa feuille de route. Les 36 antennes des femmes religieuses appelées les Oumaïa, issues des 5 communes de la capitale, se sont donné rendez-vous à Matoto. La rencontre est centrée sur une prière commune pour la préservation et la consolidation de la paix en Guinée. Ces antennes constituées en groupement ont pour objectif de dissiper les foyers de tension dans le pays. On s'est réunis ce soir pour conjuguer le même verbe qui est la paix. On ne peut pas dire que la Guinée appartient à une seule région. Donc s'il y a la paix dans ce pays, c'est que les femmes de la Guinée doivent se donner la main pour au moins apaiser nos maris, sensibiliser nos maris, nos enfants. Après avoir organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran, de sacrifice et de sensibilisation sur la paix en Guinée, l'Association guinéenne pour la promotion de la culture de l'assistance humanitaire, AJPCAH, s'investit dans l'assainissement. Première cible, le centre de santé Bernard Kouchner de Coronti. Cette structure sanitaire est assainie ce matin sur tous les angles par ses bonnes volontés. Des produits hygiéniques sont aussi offerts. Une façon de favoriser l'hygiène hospitalière dans ce centre. Ce que peu que moi, nous et notre équipe a pu avoir pour cet hôpital, je souhaite qu'il y aura d'autres qui vont donner des milliards après nous. Parce qu'il faut que le pays s'entraide et d'arrêter les histoires, la malentente et tout ça là. Que la paix. Et on termine avec cette victoire du Sili Espoir. Les joueurs guinéens ont battu en déplacement les Morabitoun de Mauritanie. Un match qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN des U23 Égypte 2019. Amadou Yudde Diallo, Abdoulaye Kamara sont nos envoyés spéciaux dans la capitale mauritanienne. En déplacement à Nouakchott pour le compte du match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN I23, le Sili Espoir a battu la Mauritanie ce mercredi au stade de Cheikh Ould Bouya sur le score de 2-1. C'est la Mauritanie qui débute fort en ouvrant le score par l'entremise de son meneur de jeu, Alassane Teguidi, le numéro 10 de Morabitoun. 1-0 à la pause en défaveur du Sili Espoir malgré sa forte domination. Au retour des vestiaires, les locaux reviennent avec de très bonnes intentions et ratent même l'aggravation du score. Suleiman Kamara Abedi opère un changement qui s'est avéré payant. Maï Traoré prend la place de Gilles Keita à la 70e minute. L'attaquant de Vasseloun ramène les deux équipes à égalité, un but partout à la 72e minute. Le Sili maintient la pression et finit par s'imposer en toute fin de rencontre grâce à Daouda Kamara à la 90e minute. Le groupe à Suleiman Abedi Kamara a fait un pas important vers la qualification. Il suffit juste de confirmer le 20 novembre prochain au stade du 28 septembre lors du match retour.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.